Ce que je vais présenter là, c'est quelque chose qui est pour moi, c'est un travail en cours, hein, qui est en cours depuis quelque temps. Je me suis rendu compte en répondant à la demande de Pierre qu'en fait ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler sur ces personnes, sur ces acteurs, et notamment on avait fait ça en 98. Ça s'appelait Art à contre-corps, et on retrouve déjà Bob Flanagan, Annie Sprinkle, mais uniquement en photo. Et ça a été le point de départ, finalement, pour moi, qui vient d'un autre monde que celui des arts, et notamment des arts de la performance. Ça a été pour moi la découverte avec ce milieu de personnes qui s'engageaient corporellement dans un certain nombre de performances artistiques. Je viens d'un autre lieu de performance, qui est la performance sportive. Je suis toujours d'ailleurs attaché institutionnellement, puisque je suis enseignant-chercheur en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives à Lyon. Et en général, quand on parle de performance dans ce domaine, c'est essentiellement une performance mesurable, chiffrable, qui est celle qui s'établit et se mesure sous forme de record. Même si, quand même, il existe aussi des travaux et puis des pratiques de danse, mais qui restent quand même marginales sur l'ensemble. Hein. On en a parlé un petit peu en off avec Jean-Marie Pradier ce matin. Donc, cette notion de performance artistique, ça a été vraiment une découverte en 98. Enfin, un peu avant, puisque moi, j'ai mis presque 2 ans à faire un article sur Bob Flanagan, donc, que vous voyez là, qui est donc à l'extrême gauche pour vous, qui se faisait appeler super masochiste. J'ai mis presque 2 ans parce que ça a été très violent dans cette écriture, et je pense que pour moi, il a fallu que je règle un certain nombre de problèmes finalement vis-à-vis de mon propre rapport au corps, de mon propre rapport à une sexualité qui n'était pas la mienne non plus, à une sexualité qui s'exposait dans une radicalité à la fois dans l'exposition, mais aussi radicalité de la démarche. Et finalement, ça fait donc 20 ans au moins que je travaille sur des... Je me suis demandé en fait comment répondre à radicalisation et érotisme. Et finalement, je me suis rendu compte que je travaille majoritairement, pas seulement, mais en grande partie, sur des corps radicaux. Sur des corps qui traduisent un engagement radical. Alors là, on en a quelques-uns, mais c'est aussi le cas, par exemple, sur les personnes avec qui je travaille sur les bod mods, ce qu'on appelle les body modification, cette contraction de body et modification. Donc des gens qui vont radicalement transformer leur apparence, qui vont se tatouer le visage, qui vont avoir des implants, qui vont se fendre la langue. Radicalité qui, dans un premier temps, est incompréhensible socialement. Et quand je dis que c'est incompréhensible, c'est qu'on est en 2017, il y a 20 ans, ça n'existait pas ou à peine. Les implants, ça commence en 94. Ce type d'implants, pas les implants médicaux, les implants justement à visée esthétique. C'est inventé en 94 en Arizona, et c'est différent. Et là, c'est vraiment une différence pour moi d'engagement. C'est différent, par exemple, même si c'est la même époque, 94, de l'engagement d'Orlan, qui se fait placer des implants au même moment, en 94. Mais la différence avec les implants dont je parle, c'est qu'Orlan, elle passe par le bloc chirurgical. Elle est dans un espace médicalisé, et c'est un chirurgien qui intervient sur elle. C'est donc quelque chose qui se déclenche en 94, le fait que tout d'un coup, on va inventer une façon radicale de transformer son apparence en allant glisser sous la peau ou à travers la peau des implants. Alors, j'en parle pas aujourd'hui, mais ça participe à cette réflexion globale sur la radicalisation, finalement, des démarches corporelles. Il y a 5 personnes qui sont présentées. J'avais annoncé 4, et puis je vais terminer quand même par la 5e, John, puisque justement, on le verra tout à l'heure, mais c'est en connexion avec, Pierre est sorti, mais c'est en connexion avec quand même la demande qui est faite, puisque John, que vous voyez donc à l'extrême droite, est un performeur français qui est décédé cette année. Il est mort il y a 6 mois, il est mort le 5 avril 2017, il me semble. Et le 10 mars 2017, nous mangions au restaurant avec Rita, Pierre, et John faisait sa dernière performance, une performance d'adieu, puisqu'il était condamné, il était en phase terminale du cancer, et il a joué cette performance, il a donné une performance en live streaming, donc accessible depuis partout. J'en ai regardé quelques passages au restaurant, mais parce que j'étais poli, j'ai quand même passé un temps avec mes amis. Et du coup, on va terminer par là, parce qu'il y a aussi quelque chose qui traduit finalement
ce parcours de l'engagement corporel qui, au moins pour 2 des artistes qui sont présentés là, qui va aller jusqu'à la mort. Alors, je travaille sur des corps exposés. Ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout des... Alors, ce sont des vrais corps, contrairement à ce qu'on a vu avec Bernard Andrieux ce matin. Ce n'est pas des corps dessinés, ce n'est pas des corps racontés dans la fiction. Ce sont des gens qui sont vraiment corporellement engagés et qui travaillent sur leur propre corps. Et que ce travail sur leur propre corps va ensuite être exposé. Ces corps exposés, en fait, je me suis d'abord interrogé sur la radicalité de ce qui se passait, puisque ce sont des personnes qui jouent de leur corps d'une manière qui est non ordinaire. Hein, ça ne se fait pas dans la vie de tous les jours. Et en même temps, il y a une radicalité de la mise en scène et de la présentation de ces corps. Donc il y a les deux, il y a l'engagement d'abord sur son propre corps, de l'artiste, et ça renvoie un peu à ce que disait Jean-Marie Pradier ce matin sur la performativité. C'est-à-dire que ce que va construire l'artiste, c'est indépendant c'est insécable de son engagement corporel de personne. Et on le verra tout à l'heure. Et cette radicalité, c'est une radicalité de performance qui va interroger des choses qu'on a déjà abordées depuis ce matin, c'est-à-dire, par exemple, les corps dogmatiques. Les corps dogmatiques de la religion. Les corps dogmatiques de l'ordre corporel, de l'ordre social, de l'ordre politique. Donc tous les corps qui finalement sont des corps auxquels il ne faudrait pas toucher et dont il ne faudrait pas trop parler et surtout pas montrer. Et puis les sexualités asservies, parce que les différentes personnes qui vont être présentées, là, les 5 artistes, sont des artistes qui mettent au centre de leur travail, pour une bonne partie, pas seulement, mais pour une bonne partie, la sexualité, et une sexualité qui justement bouscule les représentations ordinaires de la sexualité. Et finalement, il me semble, enfin on en discutera tout à l'heure, mais il me semble que ces corps apportent une réponse esthétique. Alors c'est marrant, on a la connexion avec la citation de Bataille qui a été utilisée ce matin, mais bon, c'est pas la part problématique qui est en nous en fait. L'érotisme, la sexualité traduit cette part problématique. Ça pose problème. Ça pose problème à chacun en termes de construction identitaire, mais aussi en termes de réalisation. Et qu'on soit sur les femmes virtuelles ou qu'on soit dans une relation très charnelle, dans tous les cas, ça pose problème. Et ça pose problème à chacun de nous. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise pour résoudre ces problèmes, mais en tout cas, il me semble que là, il y a quelque chose. Et alors, j'ai pris Bataille, forcément, parce que vous allez voir que Bataille, on le retrouve. Et on le retrouve charnellement. Enfin, vous le verrez. Alors, ces réflexions, pour moi, c'est vraiment des réflexions. C'est-à-dire que je suis plutôt sur un travail en cours, même si ça fait 20 ans. C'est-à-dire que j'apporte pas. J'ai été très impressionné par les interventions parce qu'elles sont toutes bien ficelées, c'est cadré et tout. Et moi, j'ai pas l'impression d'être du tout à ce niveau-là, mais bon, j'essaye d'avancer et donc j'essaye d'avancer avec vous. Ces corps, en fait, ils articulent la sexualité. Vous avez vu tout de suite qu'il y a une petite faute dans la présentation. Ils articulent la sexualité alors, à la maladie, au genre, à la drogue, à la mort. J'ai mis des points de suspension parce que c'est quelque chose qui, effectivement, va être ce qui permet l'interrogation. Ce n'est pas de la pornographie. En tout cas, ce n'est pas une mise en scène du sexuel à visée pornographique, c'est-à-dire à visée de déclencher une excitation par le visionnement de l'image. Mais les associations qui sont faites avec le sexe que je comprends comme une pratique dont la finalité est le plaisir, eh bien, cette finalité va cette exposition interroge le public et interroge tous les publics, que l'on soit des publics novices ou qu'on soit des publics formés à la performance. J'ai par exemple eu, je pense notamment à Ron Athey quand il est venu à Lyon en 2007, donc il y a 10 ans, des collègues qui sont dans la danse, qui sont dans les arts de performance dansés, qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas se projeter au spectacle. Tellement ça leur faisait violence d'imaginer, de s'imaginer eux dans la salle alors que Ron Athey allait donner une performance. Une petite performance en plus de 15 minutes. Une toute petite performance, dont vous verrez quelques images. Alors, on peut mettre en scène le corps malade comme le fait Bob Flanagan ici. Là, Bob Flanagan, en fait, il prépare un petit mannequin
Vous voyez, il a fabriqué son petit mannequin dans lequel il est en train de mettre de la colle parce qu'en fait, il souffre de mucoviscidose en vrai, dans la vraie vie. Vous voyez qu'il porte une aide respiratoire. Donc, il fait son mannequin parce qu'il fait une installation et dans cette installation, il veut figurer la maladie. Bon, ça, on peut toujours la représenter, la maladie. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'engagement total des personnes, l'engagement du corps malade dans la performance. Et cet engagement du corps malade dans la performance, ou d'engagement du corps drogué, là on a une mise en scène, alors c'est la performance prise en photographie en studio par Catherine Hoppy de Ron Athey. C'est une performance dont je vais parler, en fait, peut-être faut que je donne la lecture de ma présentation. Il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, qui vont venir à différents points, à différents moments. Donc je fais ni une chronologie dans ma présentation, ni des monographies qui se succèdent. Il y a des choses comme ça qui vont revenir. Alors, ce travail de Ron Athey, par exemple, il date de 93-94, en tout cas début années 90 à Los Angeles. Et c'est une performance dans laquelle, bien sûr, il met en scène son passé d'héroïnomane. Donc, dans la scène dans laquelle, ça s'appelle d'ailleurs 4 scènes dans une vie de merde, on pourrait traduire en français, hein, 4 scenes in a harsh life. Ça, on peut le mettre en scène, mais c'est pas. Déjà, il y a des gens que ça peut-être agacer ou tout au moins blesser de voir ces épingles, enfin, ces aiguilles hypodermiques plantées dans la peau comme ça. Mais on peut aussi, bien sûr, et c'est là le passage, on n'est plus seulement sur la mise en scène photographique, même si les aiguilles sont vraiment plantées dans le vrai bras de Ron Athey. Mais là, par exemple, on a la performance en 94, oui, c'est les mêmes dates. Hein. C'est les mêmes dates, on est au même moment, au début des milieu des années 90. Où là, c'est Bob Flanagan qui fait une exposition au musée de Santa Monica. Je vous explique le dispositif. Donc, il est malade, il est porteur de mucoviscidose. C'est le plus vieux malade de ce type de mucoviscidose. Il a vécu beaucoup plus que tous ceux qui vivaient avec cette maladie. Au point que les médecins s'interrogent sur le lien avec son masochisme et sa capacité finalement à aller chercher des ressources là où les autres... Bon, on n'a pas la réponse, hein, les médecins s'interrogent. Et puis, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais là, on est à Santa Monica et donc, vous le voyez, là, il est en train d'être suspendu parce que dans le dispositif qui est mis en place, il y a tout un parcours, en fait, quand on rentre dans le musée, il y a tout un parcours qui se termine dans la chambre d'hôpital. Mise en scène, bien sûr. Donc, il est dans un lit d'hôpital, avec les petites tables de nuit d'hôpital. Bon, on est dans une chambre d'hôpital. Mais il y a un mécanisme qui va le suspendre de façon aléatoire par les pieds. Il ne sait pas quand ça arrive. Alors, ça peut arriver pendant qu'il discute avec des gens qui sont venus parcourir l'exposition et qui discutent avec l'artiste. Et tout d'un coup, ça se déclenche et il se retrouve pendu. Pourquoi ? Pour montrer le fait que la maladie... on ne la contrôle pas. On ne contrôle pas la maladie. Quand il y a une crise d'étouffement, par exemple, parce qu'il ne pouvait plus respirer, eh bien, il ne peut rien faire d'autre que d'aller à l'hôpital. Donc, ça, c'est le vrai corps qui est soumis à cet aléa, finalement, construit par l'artiste. Bien sûr, c'est tout à fait construit, il y a une démarche artistique derrière. Mais voilà jusqu'où va l'engagement. Là, on n'est plus, vous voyez, on ne fait plus seulement un petit mannequin avec de la colle dedans pour montrer que les poumons sont engorgés d'impuretés, en fait. Mais on est vraiment dans quelque chose qui mène l'artiste au bout. Et ça va aller jusqu'à ce film donc, qui a été fait par Kirby Dick en 97, donc après la mort de Bob Flanagan, Sick. Donc c'est le film qui a été fait et où là, on voit... C'est un film qui est poignant, hein, puisqu'en fait, il va jusqu'à la mort. On le voit sur son lit de mort à l'hôpital. Il est filmé jusque dans ses derniers instants. Il est filmé jusqu'au moment où il ne joue plus. Il ne peut plus jouer. La maladie est la plus forte. Et donc, dans ce film, on a l'interconnexion totale entre le travail de l'artiste et ce qui le fonde en tant qu'artiste, c'est-à-dire la maladie, qui a constitué son rapport au sexe. Il découvre la masturbation. Bon, je ne suis pas psychanalyste. Hein, bon, et puis, Fatih est parti, donc je peux dire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout une interprétation psychanalytique que je vais faire, mais il découvre, c'est lui qui le dit, la masturbation alors qu'il est à l'hôpital. Et quand il est à l'hôpital gamin, c'est qu'il est dans des phases de grande souffrance. Et donc,
pour lui, le plaisir sexuel qu'il découvre en se masturbant à l'hôpital est irrémédiablement lié à la douleur et à ce qu'il ressent par ailleurs et à cette mise à disposition, cette prise en charge de son corps par le médecin, par le travail médical. Et donc là, la véritable radicalité, c'est celle de la maladie. Là, ce qui est radical, c'est qu'on va mourir. On n'a pas le choix. Et on peut faire ce qu'on veut, mais on peut jouer avec, on peut faire de la poésie, on peut chanter, mais on va au bout de la vie et on meurt, et c'est ce que montre Flanagan. D'un autre côté, au même moment, donc vous voyez, Four Scenes in a Harsh Life, c'est la performance qui est ici, donc c'est la performance originelle, où on voit Ron Athey qui scarifie un de ses partenaires de performance, qui est Divinity Fudge. Alors, j'aimais ça parce que ça m'amène à penser la radicalité de l'engagement corporel dans la société. Et notamment la société américaine, hein. On est sur la côte ouest américaine, au début des années 90, puisque ce qui s'est passé là, en fait, Ron Athey a conduit à une polémique à l'échelle nationale en raison de ce qui s'est passé ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il fait une scarification sur le dos d'un partenaire, il applique ensuite des serviettes en papier, du sopalin, qui vont être placées sur des cordes et qui vont être suspendues et qui vont circuler sur la scène. Bon, ça fait partie du protocole artistique, donc de la démarche. Et quelques temps après, je crois 15 jours après, un journaliste conservateur, proche des milieux conservateurs américains, apprend donc l'existence de cette performance et écrit un article qui qui est complètement faux sur le fond, puisqu'il dit que Ron Athey a aspergé la foule de son sang contaminé au VIH, et donc que les fonds publics pour l'art contemporain avaient entraîné des pratiques risquées pour le public, enfin quelque chose qui jouait sur les fantasmes de la contamination. Et donc ça a conduit à ce qu'il y ait une sorte de clause morale dans l'attribution des fonds publics dans l'art contemporain aux États-Unis, en 95 ou 96, en tout cas dans ces eaux-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment un engagement qui en plus, Ron Athey n'a jamais, il n'a jamais demandé le moindre argent public pour ses performances. Simplement, il a joué dans un lieu où effectivement il y avait des subventions, comme peut-être il peut y en avoir parfois dans les théâtres, mais lui directement n'a rien touché. Mais ce que je voulais montrer là, c'est que la radicalité de l'engagement, à un moment où justement on est juste avant les trithérapie. Vous voyez, j'essaie de faire des connexions historiques. On est juste avant les trithérapie. On ne sait pas soigner. On ne sait pas. Les gens qui sont séropositifs meurent, la plupart, la grande majorité. Et du coup, ce qui se passe là, c'est qu'on joue sur un fantasme terrible. Et on va désigner une cible, on va désigner l'artiste finalement, sur qui on va faire peser toutes les craintes sociales et qu'on va désigner comme étant un ennemi finalement, puisque c'est l'ennemi de l'intérieur. Hein. On parlait tout à l'heure des ennemis entre Abu Ghraib et puis Washington, mais là on a une sorte d'ennemi de l'intérieur. Il est homosexuel, il est séropositif, il est héroïnomane, il est tatoué, il est sodomite. Enfin, bon. Ça vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà. Donc ces corps, ce sont aussi des corps exposés, mais des corps explorés. C'est-à-dire que les artistes explorent leur propre corps. C'est pas juste une présentation de soi. J'arrive pas avec, je vais choisir ma tenue de scène et puis je viens sur scène. Même si le travail de l'acteur, le travail de la danseuse, c'est aussi un travail de construction. Mais là, on est sur des explorations de soi. D'abord, une exploration de la douleur. On va le voir chez Ron Athey, chez Bob Flanagan, chez John John. Une exploration du sexe, de la sexualité. Et une exploration qui est aussi une maîtrise, bien sûr. On va vers une maîtrise de soi, une maîtrise de son corps, une maîtrise du plaisir, mais aussi une exploration des limites. Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'on peut faire de soi? Et là, cette exploration des limites, elle est relativement intéressante. Alors, je mets juste un point là-dessus, parce que je n'ai pas travaillé directement sur la perception de la radicalité, comme tout à l'heure, quelle est la réception sociale des vidéos, par exemple. Néanmoins, bon, là, on pourra en parler. J'ai quelques idées sur la question. Parce que cette radicalité, elle est bien sûr perçue. On l'a vu politiquement, elle a été perçue par, justement, la droite dure américaine quand elle a fait ce procès à Ron Athey. Mais cette perception, elle est aussi renvoyée à ce que chacun des spectatrices et des spectateurs perçoit et reçoit dans son propre corps quand il est face
à ce type de performance. J'ai vu par exemple des gens s'évanouir. Simplement parce qu'ils voyaient une image. Une image qui n'était pas l'image du performeur sur scène, mais qui était, je pense à une image de René Thi, justement. C'était un dispositif à Hambourg. C'était Joyce, la pièce Joyce, où il y avait 3 grands écrans vidéo, peut-être pas aussi grands que celui-ci, mais 3 grands écrans et la scène était au-dessus. Et sur la scène, il ne se passait pas grand-chose de terrible, mais sur un des écrans, il y avait quelqu'un qui se lacérait avec un couteau. Et j'ai vu des gens tomber. Et finalement, c'était peut-être même moins l'image que le son. Vous voyez, ce travail qui fait qu'on ne fait pas tellement attention. Là. On regarde la scène, puis on voit un mec qui commence à se taillader. On ne veut pas regarder, on ne regarde pas, on regarde bien la scène. Là. Mais le son, c'est... Et le son est monté au maximum. Je ne l'ai pas perçu la première fois, je l'ai vu 3 fois de suite, la pièce. Et je me suis rendu compte de l'importance des éléments sensoriels, anodins apparemment, le son. Parce que le son, en plus, on avait le chut, alors que quelqu'un parlait sur scène. Donc on était centré sur ce qui se passait sur scène. Mais le son était là. Et j'ai vu le 3e jour, je suis allé voir en régie, le 3e jour, j'ai vu le régisseur qui regardait cette scène avec une feuille en papier pour pouvoir commander les éclairages et faire tous ces réglages sans voir les 3 écrans en bas. Donc ça veut dire quelqu'un qui avait travaillé avec les équipes depuis déjà un moment, mais même lui, c'était encore insupportable de percevoir ces images. Donc, vous voyez, la perception de la radicalité de la mise en jeu de ces corps-là, elle n'est pas anodine. Alors, on va aller sur, bien sûr, des choses, là, c'est Bob Flanagan, début des années 80, enfin, fin des années 80. Il y a quelque chose qui joue aussi sur la chair, sur ce qu'on est capable de mettre en scène de la chair telle qu'on la travaille. Et là, c'est René Thi, donc c'est le sexe cousu de René Thi. Donc là aussi, on pourra parler du genre, hein, mais bien sûr, il y a toujours quelque chose qui a à voir avec le genre chez Bob Flanagan, enfin chez René Thi, chez John John, chez Annie Sprinkle, chez Buck Angel. Et vous voyez, par exemple, ça, je trouve ça très intéressant sur le corps exploré. C'est Bob Flanagan qui se cloue le scrotum. Là, il est chez lui, il n'est pas en performance, là, il s'entraîne, en fait. Ne serrez pas les dents comme ça. On ne vous touchera pas, vous. Non, parce que je vois les gens, je vois les têtes qui changent, là. Je suis désolé, mais ce ne sont que des images. Voilà. Alors, ce que ça peut donner, en plus, c'est joli. Hein, Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est comment Bob Flanagan explique cette démarche. C'est-à-dire qu'il dit, moi, quand je me cloue le scrotum ou le gland, ce qui est une étape supérieure, ça me fait mal, mais je sais ce que ça fait. En fait, je connais cette douleur. Je la maîtrise, je sais. Mais les gens qui me voient, les gens qui sont là et qui regardent, même les femmes qui n'ont pas de gland, elles imaginent une douleur qu'elles ne percevront jamais et qui les fait réagir. Et donc, c'est intéressant aussi ce jeu entre la maîtrise du corps de l'artiste qui travaille sur lui, mais qui est vraiment dans un travail. C'est pas n'importe quoi. Là. Tout ce dont je parle et toutes les performances dont on parle, elles sont toutes des performances qui sont abouties. Il n'y a pas d'impro, quoi. L'impro, elle n'est pas sur ce que je montre, elle est sur ce qui va être dit, par exemple, elle est sur des petites choses autour, mais le travail est vraiment construit. Voilà. Alors, ce corps marqué, là aussi, c'est des corps qui sont souvent exposés alors qu'ils ont été, en général, ils sont secrets, mais c'est aussi un corps qui est symbolisé. Là, par exemple, on peut dire, bah voilà, ça, on peut trouver ça sur des tas de sites porno, des tas de sites SM, des gens qui ont subi une séance de flagellation, par exemple, mais c'est aussi un corps symbolisé. Par exemple, là, dans ce dispositif, on a un corps écartelé qui est symbolisé, c'était avant les ordinateurs, etc. Oui, c'est des moniteurs de télévision qui passent en boucle des images de mains, de têtes, de bustes, de sexe et de jambes torturés. Mais torturés, ça peut être des vraies tortures, ça peut être des dessins animés, ça peut être des films d'Hollywood, ça peut être des images religieuses. Donc en fait, ils passent en boucle tout ce que la société américaine produit comme images qui finalement donne le goût du masochisme et du sadisme par la mise en scène des violences faites à autrui, en général des violences qui sont plutôt de celles qu'on a vues à Abu Ghraib que des violences de type consensuel entre personnes se livrant à des jeux sadomasochistes.
Alors là, on va arriver effectivement à cette question. Vous voyez, là aussi, il y a un travail sur la féminité. Alors c'est un peu décousu, mais j'essaie d'aller sur différents points. C'est-à-dire que là, Ron Ethick est un homme, quand il met en scène des personnages, que ce soit dans Solar Annus ou dans plus récemment Incorruptible Flesh, je crois, on a quelque chose qui il va jouer sur la féminité. Il y a des aspects qui sont de l'ordre du masculin, du féminin, mais là encore, quand on va jouer sur un maquillage, et bien là, il y a une mise en avant de soi sur le fait qu'on va utiliser justement des choses qui vont produire un sourire figé, le sourire figé des mannequins qui sont toujours en train de sourire. Ben là, il est figé, puis il est fixé. Il est fixé par des élastiques raccrochés à des épingles qui font qu'on va, à côté de ça, il peut se maquiller. Vous voyez, il y a bien un maquillage, on utilise les poudres, etc. Ce qui donne un rictus, hein, quelque chose qui est gênant aussi. C'est gênant de voir. Parce que ce que vous voyez là, les spectateurs le voient en grand écran. C'est-à-dire que si jamais Ron faisait son spectacle ici, vous auriez un grand écran parce que la caméra qui est là, elle projette en grand écran. Donc ça permet d'avoir aussi différents niveaux d'exposition du corps, une exposition charnelle dans l'instant et puis une exposition qui peut être dupliquée à l'extérieur. Alors voilà la préparation. Hein. Vous voyez que c'est un corps marqué aussi, hein. C'est un corps travaillé, y compris par les tatouages. Hein. Et cette exposition, alors c'est ce spectacle, cette performance, je vais passer quelques images rapidement, c'est cette performance que mes collègues danseuses n'ont pas voulu aller voir, par exemple. Alors qu'on ne l'avait jamais vue, parce qu'elle venait d'être créée à Nancy, il l'a jouée à Lyon juste après. Donc, bon. Alors, il y a des références, vous verrez, à Marina Abramovic, bien sûr, hein, le fait de se coiffer, etc. Donc, le dispositif est là, Ron est au centre de la pièce, hein, les spectateurs sont disposés autour, il est en place, donc il est nu avec cette perruque blonde. Voilà, on peut le voir de différents côtés. Vous voyez qu'il y a des plaques de verre qui sont placées, qui l'encadrent. Il commence à se coiffer avec une brosse de façon de plus en plus énergique. Et puis finalement, la perruque est rattaché par des aiguilles. Donc quand il enlève la perruque, le sang commence à couler. Et le sang commençant à couler, quand il passe sur... arrêtez de serrer les dents. je vais arrêter tout de suite en fait. J'avais l'impression de choisir des images qui étaient les moins violentes, je suis désolé. Mais alors en fait, il y a une sorte de... Il va peindre avec son sang, en fait. Parce que le sang va commencer à couler, et quand le sang passe devant la bouche, il souffle. Et en soufflant, il va projeter sur les vitres qui sont devant, il va projeter le sang. Et c'est là que le public va commencer à voir qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui pensaient pas que c'était son sang, ils pensaient que c'était du faux sang. Enfin, voilà. Mais là aussi, l'engagement est là. L'engagement est là, c'est son sang, c'est les aiguilles qui partent, qui déclenchent le saignement. Voilà, donc... Pardon Marie. Voilà, et après, il y a tout un travail. Alors, là aussi, ce travail, il se conçoit, vous voyez, dans la durée, dans l'histoire. Il a été écrit en 2007. Vous avez vu tout à l'heure 94, 2007. Ron Ethick est quelqu'un qui est séropositif depuis 1983. Donc, c'est un des plus vieux patients séropositifs au monde, hein, puisqu'ils ne sont pas nombreux, les séropositifs de 83 à être encore vivants. Et donc là, il a fait quelque chose justement sur un corps contaminé, en fait. Un corps dont le sang, il sait que son sang est de toute façon porteur de mort. Donc le sang ne peut pas être enlevé finalement de sa conception artistique, c'est pas possible. Et là voilà une très belle image que je trouve, c'est la fin du spectacle. Enfin voilà, il y avait comme ça, il était au... Et alors ce qui s'est passé à ce moment-là, j'adore cette photo parce qu'en 2007 à Lyon, quand ça se passe, il joue à la demeure du chaos. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'après la performance, elle dure 15 minutes à cette époque. Hein. Il a travaillé depuis, mais là il y avait 15 minutes de performance. Il y a eu une sorte d'aspiration du public. C'est-à-dire que la performance se termine, on sait que c'est fini. Son corps se relâche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est dans le relâchement, là, il n'en peut plus. Et il y a une sorte d'aspiration, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens, sans se parler, se rapprochent progressivement et ils viennent pratiquement à l'entourer, le toucher, jusqu'à ce que quelqu'un casse le registre, enfin cette fascination, en disant qu'il faudrait le laisser récupérer. Et la personne qui a parlé, tout d'un coup, ça a cassé cet envoûtement quasiment. Hein, et donc, bon,
rien n'avait été dit, hein, mais il s'était passé quelque chose, une sorte de partage de communion assez surprenant, parce qu'on n'était pas du tout dans une logique religieuse, mais il y a eu une communion. Et je sentais, par exemple, il y avait une femme qui était agenouillée à côté de moi, je la sentais vibrer. Enfin, vous voyez, c'est des choses assez bizarres. Hein. Donc, simplement par ce qui était dégagé par ce corps-là, par cette respiration, et par, pas seulement par le sang, mais vraiment par l'environnement. Alors, vous voyez, on a vu le sexe de Ron Athey, on l'a vu, hein, il était nu, c'était pas ça qui semblait le plus important. D'ailleurs, quand vous l'avez vu nu, personne n'a dit oh, « mon Dieu, un sexe ». Quand vous l'avez vu saigner, en revanche, là, vous avez serré les dents. Alors, montrer son cul, c'est pareil, hein, vous voyez, ça peut... Et alors, voilà donc le cul de Ron. Alors, pourquoi je le montre? En fait, on revient à Jean-Marie Pradier. Non, mais je suis très sérieux. On revient à Bataille. C'est l'anus solaire de Bataille. C'est l'anus solaire de Bataille incarné, tatoué autour de l'anus de Ron Athey. Et c'est de là que va venir le spectacle Solar Anus, qu'on a vu tout à l'heure, avec la couronne. La couronne que vous avez vue portée par la déesse, qui est l'exacte réplique de ce tatouage. C'est-à-dire que le tatouage devient couronne, et toute la pièce s'organise autour de ce travail, à partir de Bataille, en fait. À partir de la lecture de Bataille, qui va être donc l'objet d'une incarnation, vraiment au sens fort du terme. Au sens fort parce que ce tatouage est douloureux. Alors voilà, incarner Bataille, donc c'est la diapositive qui suit. Hein. Alors j'ai mis exploration anale, poétique et érotique. Il y a tout un travail justement sur la sodomie, avec là c'est une photo qui a été reprise par une photo de Catherine Hopi qui a refait des photos en studio des différentes performances de Ron Athey. Mais on a tout un travail d'ailleurs qui a été repris par Béatrice Preciado dans son premier ouvrage où justement elle interroge. Alors je passe quelques images rapidement là. Elle interroge justement cette auto-sodomie de Ron Athey qui porte des chaussures à talons équipées de godes dont il va s'auto-pénétrer. Alors vous voyez là, donc tout le spectacle, hein, qui est un spectacle qui est... voilà, l'engagement est total, y compris pour le spectateur, bien évidemment. Et là, on va aller... Alors vous voyez bien l'incarnation du travail de Bataille, on parle de travail qui est théorique, philosophique, à une mise en scène corporelle réelle, et un travail que je trouve assez hallucinant, toujours par Ron Athey, vous voyez, un instrument de torture très classique, hein, qu'il va utiliser dans une performance où il va s'empaler, au sens fort du terme. Et cette performance est une performance qu'il a donnée avec Juliana Snapper, The Jesus Cradle, qui est une performance en fait dans laquelle ce que vous venez de voir est quelque chose qui va être expérimenté dans un travail sur la voix. Sur la voix. Alors vous pourrez trouver, hein, vous tapez Judas Cradle, vous trouvez sur Vimeo, il y a un extrait de la vidéo où en fait Ron se secoue sur le pal, ce qui produit une façon de chanter qui est complètement originale, et Juliana Snapper, elle qui est cantatrice et qui est aussi dans l'expérimentation de la voix, ils font un travail commun comme ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que là, ce qui peut paraître comme une violence, comme quelque chose qui est radical dans l'engagement du corps, c'est finalement, ça n'est qu'un moyen pour aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de la voix. Donc là, la radicalité, elle ne se résume pas à une érotisation de la sodomie, mais elle est aussi dans la façon dont Ron Athey va chercher des outils qui jusque-là n'avaient jamais été utilisés. Autre élément, toujours là, c'est San Sébastien. Donc, vous connaissez San Sébastien. Hein. Là, j'ai juste mis, c'était pour la mise en scène de soi. C'est le fait que les testicules soient gonflés d'injections salines. Hein, c'est une injection saline, donc, et ça donne des choses assez hallucinantes. Par exemple, quand on l'a vu, quand il est revenu à Lyon en 2011, donc c'était quasiment dans le noir, la configuration, mais il avait placé une lampe à l'arrière de son scrotum. Et donc, il y avait c'était complètement burlesque. C'est quelque chose qui est une image tragique, qui tout d'un coup, il y a juste un point dans l'image qui fait que, non, c'est pas. Oui, on voit bien qu'il est pendu, on voit bien qu'il a des flèches plantées, mais à un moment, on a un petit coin de sourire quelque part. On se demande, on s'interroge.
C'est-à-dire qu'il y a un déplacement là aussi. Et ça, ça me paraît aussi important. On va y revenir au déplacement avec le rire. Comment peut-on rire avec Flanagan, par exemple? Eh bien, Flanagan, c'est quelqu'un qui fait rire beaucoup de gens. Pareil, bah, c'est mise en scène, par exemple, combattre le mal par le mal, enfin, combattre la maladie par la maladie. Et j'ai notamment en tête une performance où il est en gabardine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même un peu fluet, c'est pas un bodybuilder. Et il raconte qu'il est plus fort que Schwarzenegger. C'est au début des années 90. Schwarzenegger, c'est Conan le barbare, hein, vous voyez qui c'est. Il n'était pas encore gouverneur. Et il explique, alors il fait rire les gens parce qu'il est plein d'humour, il est plein d'improvisation. Et il dit, mais moi je suis plus fort que Schwarzenegger, ce qui fait rire les gens. Et il dit, est-ce que Schwarzenegger, il sait faire ça? Et il ouvre sa gabardine, et ouvrant sa gabardine, on a un dispositif de ce type-là. Et là, c'est très intéressant sur la vidéo. Les gens éclatent de rire, puis stoppent leur rire. Parce que tout d'un coup, ah, c'est pour de vrai. On rigole. Et oui, est-ce que Schwarzenegger sait faire ça? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il ne l'a jamais montré. Et ça reste secret. Est-ce que les barres et les poids que pousse Schwarzenegger, il ne les utilise pas de la même façon? Alors, je ne sais pas où j'en suis là au niveau du temps, Marie. Il faut que j'arrête? Bon, alors du coup, j'arrête. Ah si, je vais quand même parler de l'évolution des radicalités avec Annie Sprinkle. Donc, bon, très vite. Annie Sprinkle, donc, que vous connaissez, hein, ça c'est une performance très connue où justement elle est dans... pour moi, elle passe c'est une ancienne actrice porno, ancienne prostituée, etc., qui a finalement fait l'évolution de sa carrière d'artiste autour de la sexualité et du sexe, mais avec une évolution. Et il y a un déplacement des radicalités, en fait. C'est ça qui m'intéresse chez Annie Sprinkle. Alors j'allais dire... On passe de la connaissance de soi chez Annie Sprinkle, la connaissance de son propre corps, à la diffusion de la connaissance par la performance. Vous ne savez pas comment c'est fait une femme? Ben venez voir. Et donc ça a donné des tas de performances. Non seulement des performances, vous voyez, toujours avec le sourire, hein, mais elle a fait des cassettes VHS à l'époque qui ont été vendues aux États-Unis, qui ont fait un tabac sur comment obtenir l'orgasme en se caressant. Elle a fait ça d'une manière un petit peu... provocatrice, mais pour rigoler. Et en fait, elle a été surprise, parce que, en fait, des milliers de femmes ont acheté ces cassettes parce qu'elles apprenaient quelque chose, mais au sens fort du terme. Elles apprenaient comment on faisait pour avoir du plaisir. Oui, bien sûr, mais toujours parce que bon, elle a passé une thèse. Enfin bon, il y a toute une histoire, une évolution. Alors je passe très vite sur bon, ouais, il n'y a pas qu'Abu Ghraib, hein, il y a aussi des pacifistes aux États-Unis. Alors voilà, le déplacement de la radicalité. Alors outre le fait que bon, elle a fait l'amour avec Marcel Duchamp, l'évolution elle est ici. Le passage vers le manifeste écosexuel qui fait que en fait notre partenaire sexuel c'est la Terre. C'est la Terre, et donc avec sa femme Beth Stephens, elle travaille sur ce concept depuis quelque temps. Donc là aussi, il y a toujours un décalage, hein, il y a toujours un décalage humoristique chez Annie Sprinkle, c'est jamais au premier degré. Bon, bien sûr, ça gêne, hein, ça gêne les gens qui sont soumis à un certain nombre de critères d'orthodoxie. Et puis voilà, mais ce que j'aime, c'est que les gens sourient tout le temps avec Annie. Et elle peut faire des performances avec vous, par exemple. C'est-à-dire que là, si on faisait une performance écosexuelle ici, le dispositif serait là, puis tout le monde pourrait venir chacun son tour pour se faire des câlins dans la terre avec voilà. Bon, donc c'est ouvert en plus. Vous voyez, c'est pas. Alors j'ai passé sur Buck, même si j'aime bien là aussi, j'aurais pas le temps de trop discuter. Buck Angel sur la question de la performativité de la masculinité, comment je performe la masculinité dans la pornographie. Bon, avec vous voyez, des mises en scène vraiment très bon. Qui sont intéressantes parce que justement là on n'est pas sur l'assignation de genre, on n'est pas ou homme ou femme, on est c'est quoi ça en fait? C'est la question qui se pose, hein. Et je trouve très intéressant le fait d'être hyper masculin et de faire des films. Quand on regarde les films de Buck Angel, ce sont des films gays, c'est des films gays sauf que c'est une femme, mais non, c'est pas une femme. Enfin, oui, quand on commence à discuter, c'est très intéressant parce que la réception là, sans faire un codage très, très précis, on s'aperçoit que ça perturbe tout le monde. Et cette photo, j'ai des amis qui ne peuvent pas la regarder. Mais vraiment. Et ils me disent, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi. Quoi. Alors, vous voyez, et le jeu, là, Buck Angel avec Alana Starr. Alors, c'est mise en scène sous forme de sculpture en bronze par Mark Keane. Alana Starr, mais c'est le contraire. Ouais, c'est une femme bien en chair.
et avec son sexe d'homme. Donc il y a tout un jeu qui se met en place là, en termes de radicalité aussi, de brouillage des pistes et de brouillage des genres, même si on joue bien sûr sur les attributs. Hein. Et pour terminer, alors je voulais terminer avec, je termine donc là maintenant. Donc John, qu'on a vu tout à l'heure, il a beaucoup travaillé avec Ron Athey, et notamment, c'est pour toi que j'ai mis l'image qui suit Marie. Il faisait Marie-Madeleine. Hein. Donc c'est lui qui fait Marie-Madeleine dans la performance de Saint-Sébastien. Et donc John, c'est donc lui qui a fait cette performance Love on Me le 10 mars 2017, 3 semaines avant de mourir. Performance qu'il finit, alors là c'est la dernière image du film, hein. Les gens l'applaudissent mais d'une manière complètement émouvante. Et le 5 avril, il meurt et il lègue son sourire après avoir fini sa performance en chantant I Will Survive. Je vous remercie.